végétarien, parce qu'au fond, on ne le sait pas non plus, mais vous avez beau cuisiner de la viande, vous êtes végétarien. Et moléculaire, parce que vous avez développé la cuisine moléculaire avec Jérôme Bibette, le jeu des températures, des textures, c'est le fil rouge de votre cuisine. Et puis encore un mot étonnant, espace, parce que c'est dans l'espace qu'on déguste également votre cuisine. Je voudrais qu'on écoute Thomas Pasquet qui a quand même dégusté votre cuisine pour Noël dernier. Pour ce dîner, moi j'ai essayé d'amener pour mes collègues ici de la nourriture française. En entrée, on aura de la langue de bœuf façon Lucullus qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef français. Donc c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Extraordinaire. Oui. Vous avez donc fait voyager votre cuisine dans l'espace? Oui, grâce au Centre français d'innovation culinaire, je dirige avec Raphaël Aumont à l'Université d'Orsay. Et on travaille sur cette gastronomie moléculaire. Quelle gastronomie pour 2050? Et c'est vrai que Thomas Pesquet nous a fait l'honneur de pouvoir travailler pour l'ISS et nous faire aussi un feedback de ce qu'il avait vécu. Et alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? Est-ce que c'était bon? Alors, la dégustation, c'était très intéressant, mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qui nous a ramené cette vision de notre planète, ce qui va nous manquer dans quelques années, et comment il faut repenser notre gastronomie pour pouvoir nourrir 9 milliards d'individus. On va parler justement de la planète, de votre sensibilité sur tout ça, mais restons quand même un tout petit peu sur Noël, puisque c'est bientôt Noël, on a un petit peu envie que vous nous fassiez rêver quand même. Vous préparez quelque chose de particulier pour le repas de Noël? J'ai envie de vous dire oui et non. C'est toujours à peu près pareil. Parce qu'il faut que ce soit classique, Noël. Oui, il faut que ce soit classique, c'est des univers fantasmés, et tant mieux, c'est ce qui nous fait encore rêver, c'est ce qui nous ramène à ce côté régressif de la cuisine, donc c'est les jolies volailles, c'est les petits producteurs. Il est peut-être possible cette année de se dire je vais être encore plus militant pour cette planète et je vais aller chercher le petit producteur qui va faire ces volailles, peut-être des volailles des fois moins connues que nos volailles de Bresse, mais d'aller faire découvrir ce que peut apporter le terroir et le territoire français dans notre assiette. Le chapon, c'est toujours le ça, chapon, bien sûr. C'est toujours ça la star de Noël? Le chapon classique de Brest, mais aussi le chapon des Landes, et tout ça, ce sont des produits qui sont merveilleux à travailler. Donc finalement, c'est le moment où vous êtes le moins créatif, Noël? C'est le moment où on est le moins créatif, c'est le moment où on a envie de régression, de redevenir un petit peu l'enfant qu'on a été, et comment Noël nous a fait rêver. J'ai envie de parler quand même un tout petit peu de politique avec vous, et on parle toujours dans cette émission à la fois de politique mais aussi de la France. Vous-même, vous avez été quand même engagé au moment de la campagne, vous avez été macroniste. Est-ce qu'aujourd'hui vous l'êtes toujours? Oui. Oui, non, Emmanuel Macron, alors je vais vous dire pas comment j'ai été macroniste, mais c'est pourquoi je l'ai été. Moi, vous savez, je suis né en 59, donc j'en ai entendu des discours politiques, des promesses, et à chaque fois que j'entendais les hommes et les femmes politiques, c'était la stratégie du bouc émissaire. C'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Et ça, je trouve ça insupportable. Et dans le discours d'Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président, il y avait une première réflexion sur, justement, on va s'y mettre ensemble. Il n'y a pas à chercher des boucs émissaires, on a à chercher des solutions. Et j'ai trouvé que la démarche était énergisante. Peut-être qu'il y aura des erreurs, mais je trouve que dans cette démarche, il y avait quelque chose de fort. Et c'est pour ça que j'ai été macroniste et que je suis encore macroniste. Anna? Et l'homme qui est aujourd'hui président de la République et qui se révèle dans tous ses aspects, il est à la hauteur de ce dont vous avez rêvé en le regardant? Je pense très honnêtement qu'il est à la hauteur. Il nous avait promis, dans l'économie sociale dans laquelle je suis très impliqué, et dans la formation professionnelle, il nous avait promis des actions, elles sont là. Il travaille dur, le ministère du Travail travaille dur là-dessus. Ça nous aide beaucoup à décloisonner. Mais encore une fois, pourquoi ça nous aide à décloisonner? Parce qu'il n'y a plus cette stratégie du bouc émissaire, de mettre en cause l'autre pour avancer. Et je crois que ce qui fait avancer le pays aujourd'hui, ce qui donne des résultats, c'est qu'on est les uns avec les autres et plus les uns contre les autres. Ce qui n'empêche pas d'avoir une volonté, d'avoir des idéologies, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, sortir le pays, le mettre au top 5 des pays, dans le rang des pays les mieux armés du monde pour affronter l'avenir, eh bien je crois que... Juste une petite question concrète. Vous dites, il nous aide dans nos métiers à décloisonner. Ça veut dire quoi précisément? Comment ça se manifeste au quotidien, ce changement-là? Alors, je ne dirais pas uniquement dans le métier, mais dans le champ de l'application de la formation professionnelle, pour que cette formation professionnelle puisse aller à ceux qui en ont besoin, eh bien, il permet de décloisonner un certain nombre d'administrations pour qu'on puisse avancer
plus clairement et vous sortir vous heurtiez jusqu'à présent à un certain nombre de murs. Bien sûr, bien sûr. Les murs que l'on connaît, qui sont des dossiers interminables à monter pour chaque candidat à la formation professionnelle, de trouver des filières adaptées pour que les personnes puissent retourner rapidement à l'emploi. C'est toute la mécanique de cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Aujourd'hui, c'est 8 centres quasiment en France, c'est 92% de retour à l'emploi. Ça a été un combat de titan à mener pour mes collaborateurs pour décloisonner. Et c'est vrai que l'arrivée d'Emmanuel Macron, de son équipe, de l'énergie Macron, qu'on le veuille ou non, il y a une énergie Macron. Mais quand même, Thierry Marx, vous parlez de l'économie sociale et solidaire, vous dites qu'Emmanuel Macron a apporté une énergie. Malgré tout, dans les faits, concrètement, il a supprimé plusieurs dizaines de milliers de postes de contrats aidés qui travaillent précisément pour les associations, pour ces secteurs. Vous ne l'avez pas du tout ressenti sur le terrain ? Très honnêtement, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de combats à mener qui sont sur la formation professionnelle, qui est absolument nécessaire. J'entendais un homme... Ça a été votre combat, hein, d'ailleurs. Bien sûr, et c'est le combat à mener. C'est-à-dire, j'entendais un homme politique qui disait, c'est pas l'alpha et l'oméga pour réussir cette politique française. Mais si, bien sûr, il faut former des personnes pour qu'elles reprennent l'idée du projet. L'emploi, j'ai entendu pendant des dizaines d'années cette notion de l'emploi. L'emploi n'est pas un projet. Il faut avoir un projet pour retourner à l'emploi. Et la formation professionnelle, c'est l'alpha et l'oméga. Surtout pour des personnes qui ont été en grande difficulté, voire en précarité. Le faire pour apprendre vous ramène plus rapidement. Qu'est-ce qui manque dans votre secteur sur ce point très précis de la formation pour la restauration ? Très honnêtement, c'est de décloisonner les lenteurs et les lourdeurs administratives qui pèsent encore sur l'efficacité qu'il faut pour ramener des personnes à l'emploi. Quand on regarde en même temps votre école, pardon, mais effectivement, vous l'évoquiez à l'instant, vous œuvrez notamment justement à ce que ce soit un des biais pour la réinsertion, pour transformer aussi sa vie. Et quand on regarde, celle de Marseille, elle a dû être suspendue pendant 1 an, faute de candidats. Quand vous voyez qu'il y a 50 000 offres qui sont non pourvues en restauration, 20 000 en boulangerie, comment vous expliquez ça ? Alors, vous prenez un cas très précis qui sont, oui, mais qui sont voilà, les métiers, du service. Non, mais vous vous trompez pas du tout. C'est vrai que à un moment donné, il y a un delta entre Pôle emploi et la capacité de Pôle emploi à proposer cette formation à des candidats. Ça prend trop de temps. C'est vrai. C'est ça ce que vous appelez cuisine, en fait le lourdeurs. côté les lourdeurs. C'est vrai pour cuisine mode d'emploi, c'est vrai pour boulangerie mode d'emploi, c'est vrai pour service mode d'emploi, et c'est vrai pour passeport pour l'emploi, qui est le volet sport de nos activités. Effectivement, ça prend trop de temps, ces dossiers prennent trop de temps, mais ça se réduit. Et évidemment, par région. Alors, ce qui est étonnant, et je vais être très clair là-dessus, c'est qu'il y a des pôles emploi en région qui sont extrêmement efficaces, extrêmement rapides, et puis d'autres beaucoup plus lents. Et ça, vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas une uniformité du fonctionnement de ces pôles emploi. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'idéologie. Vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron et plus largement son gouvernement sont porteurs d'une idéologie ou que précisément c'est la désidéologisation qui est en cours aujourd'hui ? Une déidéologisation. Mais surtout, c'est porteur d'une énergie. Oui. Du faire ensemble. Et donc, il n'y a pas d'idéologie à mettre là-dedans. On peut chacun avoir un fantasme idéologique. Mais c'est ce que vous constatez aujourd'hui. C'est moi, ce que j'aime, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'économie sociale, c'est dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Alors, et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'énergie Macron. C'est dur avec les faits. Les faits sont les faits, les chiffres sont là. Comment on fait une analyse causale de ces chiffres et comment on avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de naïveté, quoi. Il n'y a pas de naïveté. C'est-à-dire qu'il y a une vision assez luthérienne des choses. On se dit, ça, ce sont les résultats d'un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de sectarisme non plus, c'est ça que vous dites. Non, je ne crois pas. Mais pour autant, vous parlez presque de bienveillance avec les gens. Les mots de Macron sont parfois très durs avec ceux qui ne réussissent pas. Je voudrais juste qu'on les réécoute. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Oui, mais ils peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Ça vous heurte pas ? Bien sûr que ça me heurte, des mots comme ça sortis comme ça et opposés des contraires. Je crois que c'est pas très utile, mais il faut faire attention. On est des fois piégé par l'énergie aussi. Et c'est là où il faut mettre du temps entre ses émotions et ses actions. J'aimerais savoir
ce que vous diriez, vous, parce que ce qui est très fort, c'est quand on regarde votre parcours, vous avez été déscolarisé à l'âge de 13 ans, et ensuite c'est aussi par la passion de la cuisine, mais aussi par l'énergie, parce que vous avez été vers le judo, dans lequel vous avez exprimé aussi votre énergie, vous avez été, je le disais tout à l'heure, casque bleu, vous vous êtes engagé, puis effectivement par la cuisine, et presque par le culot, puisque vous racontez notamment cette anecdote où, si je ne me trompe pas, vous avez été voir Bernard Loiseau. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit? J'étais voir Bernard Loiseau, il m'a dit ton CV est vide. La seule chose que m'a dit Bernard Loiseau de très intéressante, il m'a dit t'as fait tous ces kilomètres pour venir me voir, je t'invite à déjeuner. Il m'a invité à déjeuner. Ensuite, il me dit mais ton CV en gros il est vide. Donc je suis rentré à Paris et je me suis présenté dans 2 restaurants. Un ne m'a pas embauché et le deuxième m'a dit mais vous arrivez d'où? Et j'ai dit de chez Bernard Loiseau. Or que Bernard Loiseau m'avait juste invité à déjeuner. Mais de fait, vous arriviez de chez Bernard Loiseau. Vous n'étiez pas complètement... C'est vrai. Et voilà. j'avais été fasciné par le chef Bernard, qui était un monsieur, qui était un chef et un chef d'entreprise remarquable. Et je me dis si un jour je dois réussir, c'est comme ça. Mais comment ça bascule ensuite? Comment justement? Alors 2 choses, parce que évidemment moi j'allais vous interroger plutôt sur l'énergie que vous donneriez à un jeune qui serait dans la même situation, mais puisque vous évoquez effectivement le personnage de Bernard Loiseau, on est à la croisée à la fois de la réussite et puis de la dureté de la vie. Pourquoi ça bascule? Pourquoi quelqu'un que vous avez admiré comme chef d'entreprise tout d'un coup bascule? Je sais pas. Il n'y arrive plus, quoi. Là, je sais pas, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais par contre, je sais pas. Mais il y a une dureté de ce monde. Oui, il y a une dureté, et en fait, il y a un chemin. Et le chemin, il est entre l'ordre et le désordre. Donc, s'il n'y a pas un projet pour éclairer la voie, ça fonctionne pas. Moi, ce qui m'a toujours animé et réanimé, mais je peux le dire, c'est cette idée du projet. Cette petite veilleuse que vous avez en vous qui vous fait fixer le cap. D'ailleurs, dans nos écoles, quand on reçoit les personnes, souvent, elles regardent vers le bas. Et puis dès qu'elles nous parlent de leur projet, hop, elles redressent la tête. C'est ça que donne l'énergie. Et ensuite, c'est d'être capable de lâcher la main du passé. C'est là que vous pouvez aider les personnes dans la formation professionnelle, c'est de dire, bon allez, on lâche la main du passé. Nous, nos mots dans nos écoles, c'est « votre passé ne nous intéresse pas ». C'est très dur. C'est très dur de dire ça à des personnes. Votre passé ne nous intéresse pas. Racontez-nous votre projet. Et immédiatement, la mécanique se met en marche. Ne nous racontez pas le projet d'un diplôme. Le diplôme est la conséquence d'un projet. Et c'est comme ça que la mécanique redémarre. Mais ça veut dire que vous voulez donner de l'énergie, vous, à ces apprentis que vous formez, c'est ça? C'est cette énergie-là? Ces apprentis, ces candidats, ces personnes qui sont des fois en reconversion, des fois en précarité, des fois en grande précarité, des fois avec des accidents de parcours qui sont très lourds, de leur dire... Ok, on va arrêter de se plaindre, on n'est pas dans l'excuse, on va regarder devant, racontez-nous le projet, c'est le projet qui... Nous on a un truc très simple, on dit rigueur, engagement, régularité. Mais le mot rigueur en France nous impressionne. Il y a un pays comme le Japon où la rigueur c'est le projet. Ça se traduit comme ça. Projet, raconte-nous. La rigueur c'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Ensuite notre acronyme c'est RER, engagement. Engagement c'est lâcher la main du passé. Et on avance, et la régularité de le faire tous les jours. Et au bout de 12 semaines, ces personnes sont à l'emploi dans leur projet. C'est ça la force de la formation professionnelle. Frédéric. Vous racontez aussi cette adolescence avec le mot galère qui revient souvent dans vos interviews à Champigny-sur-Marne, dans une cité. Vous allez vous engager, pour le coup, vous parlez d'engagement, là, c'était dans l'armée. Vous diriez que l'armée a un rôle à jouer aujourd'hui justement envers les publics qui sont complètement sans projet, qui sont un peu perdus? Alors, un petit mot. Moi, le quartier, j'ai connu 3 cadres éducationnels formidables. Déscolarisés très tôt, c'est vrai, 13 ans. 13 ans, on me propose de faire de la mécanique générale. Je voulais faire l'école hôtelière. On vous dit non à ce moment-là, on vous dit clairement non. On me dit non. Donc je quitte l'école dans des conditions un peu empiriques. Coup de chance, je suis sportif, j'aime le sport. Je trouve un éducateur sportif, un sport qui est le judo. En gros, les arts martiaux. Mais le judo, premier cadre éducationnel. Deuxième cadre éducationnel, pas de sport-études, mais les compagnons des devoirs, qui vont m'aider à apprendre, à faire pour apprendre. Okay. C'est me construire. Et le 3e cadre éducationnel, effectivement, le cadre éducationnel militaire. Quand vous dites l'armée, mais l'armée s'engage beaucoup dans les quartiers. Énormément de jeunes gens sont intéressés par le cadre éducationnel de l'armée. Il faut un service militaire, comme l'a promis Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut un service militaire volontaire. Et ça a déjà été mis en place. J'invente rien, mais je crois que c'est un cadre éducationnel qui vous permet de vous épanouir. Ça ne vous contraint pas, ça vous permet de vous épanouir. Dans un instant, on se retrouve tous ensemble, vous restez avec nous et on va parler notamment de la prison et puis on parlera aussi de la politique puisqu'effectivement, notamment à droite, ça a beaucoup bougé cette semaine du côté